Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir chers enfants. Bienvenue ici au théâtre du monde entier, à l'école de Pontoise, le centre de l'univers. Bienvenue, disais-je, dans le monde fantastique du cinématographe. Et comme déjà on le pratiquait à l'épopée des Frères Lumière et autres aventuriers de l'invisible, les images, actions, situations, émotions seront soutenues par la musique. Et nous avons ce soir parmi nous notre chef d'orchestre, maestro, compositeur et pianiste, monsieur Christian Gérardo. Pour les images, notre chef projectionniste, chef opérateur, détonateur, provocateur, sculpteur de lumière, monsieur Jérémy Poussereau. Sans modération, bruitage et autres dialogues sont assurés par votre humble serviteur ici présent, c'est-à-dire moi-même. Chef opérateur, êtes-vous prêt? Je suis prêt, oui. Maestro, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Narrateur, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Alors, silence. Moteur. Ça tourne. Et action. Le film que vous allez voir ce soir, mesdames et messieurs, pour la première fois dans votre film, s'intitule Les Aventures Fantastiques. Un film de M. Karel Zeman, largement inspiré de l'œuvre de l'immense, du gigantesque M. Jules Verne. Le cinématographe, disais-je, oui, ce monde étrange où se mêlent et s'entremêlent ombre et lumière, où l'alchimie opère, où l'impossible devient possible, où l'invisible devient visible, où les humains deviennent immortels. Oui, j'ai bien dit, mesdames et messieurs, immortels, car gravés sur la pellicule, gravés sur le négatif, pour des siècles, des siècles. Un monde étrange, fantastique, avec les images produites par la lanterne magique ici présente, qui porte bien ce nom puisqu'elle est lanterne, puisqu'elle est lumière, puisqu'elle est magique. Un monde où parfois la vie paraît plus vraie que dans la vraie vie. Monsieur Jules Verne disait toujours de ses lecteurs, ils sont mes voyageurs. Alors accrochez-vous. Préparez-vous au décollage, préparez-vous à plonger dans les abîmes les plus profonds de l'univers. Préparez-vous à vivre une aventure extraordinaire. Préparez-vous à vivre les aventures fantastiques. Bonsoir mes chers amis. Approchez-vous, je vous en prie. Je vais vous raconter la plus grande aventure de ma vie. Cette chose-là, c'est mon journal. Et tout ce que j'ai vécu, je l'ai confié à ces pages. Moi, Simon Hart. J'ai eu la chance de vivre à l'époque où l'humanité croyait au progrès avec un grand P. Oui, nous avions foi en la science, nous avions le cœur plein et la tête remplie. Le capitaine Nemo, Barbicane, Robur le Conquérant. Nous nous bercions de merveilleux rêves et jamais nous le regrettâmes, car tel était le monde de notre jeunesse. L'aventure que je vais partager avec vous a commencé sur l'Atlantique. Quel souvenir inoubliable! J'ai été un des passagers du premier bateau à vapeur qui a traversé l'océan. J'ai vu l'homme qui a dompté la mer s'attaquer ensuite à l'empire des nuages. Rien ne pouvait plus arrêter la marche du genre humain, rien. Les éléments vaincus nous livraient leurs secrets les uns après les autres. Les inventions succédaient aux inventions. Et chaque journée apportait à la science des triomphes nouveaux.
Et ce sous-marin-là, qui paraît-il appartenait à un homme très riche, le mystérieux comte d'Artigas, pouvais-je me douter qu'il jouerait un rôle capital dans mon existence? Je poursuivis le voyage sur la terre ferme. Le monstre d'acier qui m'emportait dévorait les obstacles. Quelle terrible époque! Avez-vous vu cela quand on songe à tous ceux qui exposent leur vie inutilement? Tenez, lisez. La disparition de ce sous-marin en mer, la fin d'une belle invention. Moi je dis ceci, l'homme a été créé avec des gens pour marcher sur Terre, et bien qu'il y reste sur Terre. Heureusement qu'il y a de par le monde des gens qui ne se contentent pas de marcher sur Terre. Leur audace les mène sur la mer et dans le ciel. J'ai bien dit dans le ciel, oui. L'homme a appris à s'élever à des hauteurs jusqu'ici qui n'étaient accessibles qu'à l'aigle. Et son dernier mot n'est pas dit. Le jour est proche où nos aéronefs perceront l'écran des nuages. L'aéroplane délivré de la pesanteur n'est pas un produit de l'imagination. Le siècle de la vapeur, le siècle de l'électricité, mais désormais au rencard ses serviteurs d'antan. L'Albatros! L'Albatros! Ce dernier cri de la technologie dû au génie de mon ami Robur le Conquérant. Cet extraordinaire vaisseau du ciel vole à des hauteurs qu'aucun être vivant n'a encore jamais atteint. Et me voici au but de mon voyage dans cette clinique où mon maître vénéré est venu se reposer. J'ai nommé le professeur Thomas Rock, un savant de génie épuisé par ses efforts pour mettre au point une invention extraordinaire. « Bonjour docteur, comment va le professeur ?» lui demandai-je. « Assez bien, me répondit le médecin. J'apporte avec moi toutes les notes, il ne manque plus que l'argent pour qu'il puisse tranquillement achever sa grande invention. » Le médecin exprima toute l'insympathie qu'il avait pour le professeur, mais qu'il était parfois saisi par l'angoisse, car il craignait, me dit-il, que rien de bon ne sorte de cette recherche.
savant, monsieur. Ce qui m'intéresse avant toute autre chose, ce sont les résultats de mes travaux et non leur emploi pratique. À tout de suite. Le lendemain, à la première heure, le monde apprenait avec effroi que le professeur Rock et moi-même, son assistant, avions été enlevés. Ce furent des jours de recherche intenses et fébriles. Sur toutes les mers et tous les océans, des navires parfois lourdement armés arrêtaient et fouillaient les embarcations qu'ils rencontraient. On dit le droit de faire ça? Ben, ce sont les plus forts, on ne peut que céder, hein. Quand allez voir la filière! Il va falloir prévenir le comte d'Artigas de cette visite, je vais lui annoncer. Ouais, voici le comte d'Artigas, ce propriétaire du Vaudire. Je vous en prie, Seigneur, faites votre devoir.
La fouille terminée et vaine, le capitaine Spade va retrouver le comte d'Artigas. Mais on pourrait peut-être reprendre notre route maintenant, hein, Votre Excellence. Oui. Mais on pourrait peut-être reprendre notre route maintenant, Excellence. Je vais attendre la nuit. Et on filera toute voile dehors vers Beckup. Mais comment ce navire, me dis-je, peut-il avancer avec toutes ses voiles repliées? Est-ce ce câble que l'on voit s'enfoncer dans les profondeurs de l'océan? Et au bout de ce câble, était-ce ce sous-marin qui avait fait les gros titres dans la presse lors de sa disparition? Il tractait le navire. On comprendra bien sûr que la perquisition à bord du voilier n'ait rien donné. Le professeur retenu dans le sous-marin fut stupéfait de ce qu'il voyait. Le comte d'Artigas vint le rejoindre. Permettez-moi de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue d'os. Comment trouvez-vous ce navire, monsieur le professeur? C'est le plus moderne du monde, oui. Je regrette que mes gens aient dû employer la force, mais je n'avais que ce moyen afin d'empêcher certains de faire mauvais emploi de votre invention géniale. Mais est devenu mon assistant. Et je n'en sais malheureusement rien. Mon invitation ne concernait que vous, monsieur le professeur. Vous êtes mon hôte. Et je vais vous montrer mon royaume. Je suis le maestro du plus vaste empire del monde. L'océan est ami, monsieur le professeur, grâce à l'invention du sous-marin. Ses richesses surpassent toutes les richesses des continents réunis. Ses profondeurs recèlent des précieux trésors naturels et aussi l'or, des diamants, des perles, des bijoux, des anciens galions que la mer a engloutis depuis des siècles. Je n'ai qu'à tendre la mano pour les recueillir. Et tout cela, vous m'entendez, monsieur le professeur. Je les mets à votre entière disposition au service de la science. J'ai foi en votre théorie. Je crois à votre invention géniale et je veux que vous puissiez achever votre œuvre. J'ai édifié une citadelle sous-marine. Mes usines, mes laboratoires vous attendent. Ils sont à votre disposition. Votre génie, joint aux énormes moyens dont il dispose, assurera notre triomphe. Nous frapperons le monde de stupeur. Et pendant ce temps, je croupissais dans cette geôle d'acier et tentais maladroitement d'y échapper. De quel droit me garde-t-on dans cette prison? Ah, des droits des plus forts, monsieur l'ingénieur. En pleine mer, le danger d'une perquisition n'était plus à craindre. On avait donc fait monter le professeur Rock sur le pont du 3 mâts. Le comte d'Artigas s'avança vers ce dernier pour lui présenter ses complices, le capitaine Spade, commandant du navire, et l'ingénieur Serco, son futur collaborateur, l'homme qui a construit les usines de la cité sous-marine de Beckup. Avant que l'ingénieur eût le temps de présenter ses réalisations, on entendit « Navire à vue! Navire à bâbord !» C'est Amélie, un des plus grands et plus rapides navires de commerce de l'Atlantique Sud. Il attaque que le vent se lève. Alors prenez votre disposition.
come d'abitudine. Monsieur le professeur, puis-je vous inviter à prendre un rafraîchissement dans ma cabine? Le professeur ne devait pas être témoin des événements qui allaient à venir. Nous n'avons que faire de vos titres et vos honneurs. Nous sommes là pour vous détrousser et sauvagement arracher votre cœur. Furie des enfers, chargée de barils et de fer, ni poulet, ni mitraille ne nous empêcheront de faire. Funeste avenir, armés jusqu'aux dents, nous ferons de vous des ombres. Tremblez, tremblez. Regardez une dernière fois vos visages terrifiés dans la lame de nos épées.
Maintenant, tout devenait clair. Je savais à quel sombre dessein avait servi la prétendue catastrophe du sous-marin. Il n'avait disparu au fond de la mer que pour favoriser les menées criminelles d'une bande de pirates. Et qui commandait cette bande? Le noble comte d'Artigas. Il informa sans la moindre vergogne le professeur que le sous-marin avait découvert l'épave d'un navire de commerce. Le professeur lui rétorqua que ce devait être un hasard assez rare de découvrir au fond de la mer un navire contenant des trésors. On entendit un cri. Au secours! Au secours! Au secours! Le comte d'Artigas fit comme si de rien n'était. Ah, là-bas! Vous avez entendu? Là-bas! Je suis certain d'avoir entendu quelqu'un appeler. C'est sans doute un naufragé. Ah oui, oui. Voyez-vous quelque chose? Ouais, vous avez raison. C'est un naufragé. Un canot de sauvetage. Allez, poussez. Mettez un canot de sauvetage à la mer, bande de feignants! Hein, qu'est-ce que vous attendez? La naufragée. Le naufragé était en fait une naufragée, oui. Elle s'appelait Jana. Je le sus plus tard. Y a-t-il quelqu'un là-dedans, sacré bossin? Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Que vous allez vous installer ici, hein? Capitaine, c'est ainsi qu'on rentre dans la caméra d'une femme. Est-ce que vous êtes folle? Est-ce que vous avez envie de faire sauter le bateau? Ça m'étonne pas que la Mélie soit par sans bras au fond avec des passagers comme vous. Ça des gamines! Hein? Ouais, maintenant, préparez vos affaires. On va aborder ce matin. Capitaine, y a-t-il beaucoup de navires qui touchent votre île? Je suis pressé d'arriver à destination. Ah, vous le saurez quand on débarquera. Et comment s'appelle l'île où nous allons débarquer? Backup! 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 Backup, professeur. Dans une heure, vous serez chez moi. Chez vous? Sur ce volcan en pleine activité? Hein? Ce volcan est là depuis longtemps, professeur. La fumée que vous apercevez est celle de mes usines. Hein? Oui. Vous avez choisi une bien étrange résidence, vous ne croyez pas? Peut-être. Mais c'est seulement là que vous pourrez réaliser votre géniale invention, professeur.
Le submersible traversa le tunnel sous-marin. C'était, je l'appris plus tard, la seule voie d'accès à la citadelle des brigands. Nous fîmes surface dans une lagune désolée qu'entouraient des parois titanesques d'un cratère volcanique. Le port des flibustiers. Les cuisines infernales du comte crachaient une fumée pestilentielle qui s'élevait au-dessus du volcan et lui faisait un panache noir. Mais, surprise, sur l'île déchiquetée s'élevait un fier nid d'aigle, la demeure d'Artigas, le corsaire moderne. Quant à moi, une cabane m'attendait, une baraque en ruine qui allait devenir ma nouvelle prison. C'est là que j'ai vécu de longs mois solitaires, balancés tour à tour entre les sommets de l'espérance et les affres du désespoir. Mais je vous demande pardon, j'anticipe. Les pages de mon journal sont encore presque toutes blanches et je suis toujours à bord du sous-marin. J'entendais pas. La porte de ma prison s'ouvrit sur le capitaine Spade qui m'annonçait que j'étais arrivé à destination. Ça va, jeune homme, vous démolissez votre maison, hein? Qu'a-t-on fait du professeur, demandai-je. Le capitaine Spade me dit de ne pas m'en faire pour le professeur, qu'il était royalement traité, mais que s'il venait à décevoir le comte, ce dernier pourrait avoir recours à mes services. Pendant ce temps-là, le professeur faisait part de son espoir de percer le secret de la matière. Face à la difficulté de cette tâche, le comte d'Artigas l'informa qu'il attendait avec impatience des résultats des expériences. D'Artigas et l'ingénieur Serco se dirent alors qu'il est très opportun, afin d'accélérer les recherches, de me persuader à collaborer. À quoi cela va-t-il vous servir, professeur? Le professeur lui expliqua qu'il s'agissait d'une expérience préliminaire tendant à libérer les forces considérables que contient la matière, qu'il faudra encore bien d'autres découvertes dans tous les domaines avant qu'elle soit un jour au service des hommes, pour faire marcher les machines, se chauffer, s'éclairer. Ce ne sera plus qu'une question de technique. Puis il ajouta, et les hommes, hein? Qu'en feront-ils, qui sait? Voici ma nouvelle invention. Une machine qui assurera la maîtrise des airs. Avec le fulgurateur explosif inventé par le professeur, nous dominons le monde. Cher monsieur, vous devriez nous aider à atteindre ce but dans la mesure de votre talent. Moi, jamais. Je veux parler au professeur. Non, je ne permettrai pas. Cependant, si vous consentiez, je ne serai jamais votre complice. À votre guise. Nous sommes patients. Nous attendrons. À mon retour, je m'aperçus qu'il avait transformé ma cabane en laboratoire. Tous les instruments dont je pouvais avoir besoin pour mes expériences étaient là. Tentation redoutable. Mais non, je ne me laisserai pas entraîner. Il me suffisait de penser à mon maître pour sentir en moi une résolution inébranlable. Mais j'avais malheureusement oublié que le professeur, malgré son génie, était aussi confiant qu'un petit garçon. Le
construirons de puissants accumulateurs électriques avec une forte tour d'acier. La tour principale de la tour sera une sorte de chambre. Au centre de la chambre, nous déposerons quelques grammes de matière et puis nous brancherons le courant. Hein, et vous aurez une explosion. Une quantité fantastique d'énergie sera libérée. Mais cette force énorme, il nous faudra la dompter, l'enchaîner. Et c'est ce que je voudrais tenter avec cette expérience. Le professeur semblait désolé, considérant que son expérience avait échoué. Au contraire des deux brigands qui, eux, semblaient être comblés. Au bruit de l'explosion, je compris. Mon maître avait mis entre les mains des bandits son précieux secret, son invention. Le fulgurateur, aux possibilités immenses, allait se transformer entre leurs mains en une force de destruction massive. Il fallait empêcher cela. Il n'y avait pas une minute à perdre. Je devais mettre tout en œuvre pour alerter le monde avant qu'il ne soit trop tard.
vis un jour un sous-marin qui rentrait de ses expéditions criminelles. Je ne me doutais pas encore que mon message était arrivé à destination. Et surtout que les pirates ramenaient à leur chef de fâcheuses nouvelles. C'est grâce aux toutes dernières découvertes de la technique que d'Artigas apprit que son secret était percé. Notre sous-marin, Excellence. Ouais, il tirait sur nous chaque fois que nous émergions. Heureusement, nous avons eu une chance indéniable. Quelqu'un m'a trahi? Nous allons être attaqués, Excellence. Tant mieux. Il y en a assez, ces jeux de cache-cache. Ces messieurs vont être bien reçus. Augmentez le rythme de fabrication des obus et faites mettre en batterie le canon géant. J'ai peur qu'il ne passe pas le tunnel sous-marin, Excellence. Et dans ce cas, vous percez notre nouveau tunnel. Il ne m'arrêtera pas. Vous m'entendez? Rien ne m'arrêtera. Ah, quel est ce bruit? Mangez d'une bonne, Excellence. Tandis que le comte d'Artigas faisait tout ce qui était en son pouvoir pour utiliser l'invention du professeur dans un but infernal, celui-ci, naïf, confiant, poursuivait ses travaux sur la désintégration de la matière. Il espérait faire le bonheur des hommes en mettant à leur service cette gigantesque puissance. Une audience me fut accordée par l'ingénieur Serco. C'était lui le créateur de la cité sous-marine, et il dirigeait le percement du tunnel par lequel le canon géant devait être amené jusqu'au rivage. Monsieur Serco, je me permets de nouveau de vous demander... Non. Je vous répète que vous ne verrez pas le professeur, il faut en prendre votre parti. Allô? Allô, vous écoute? Bien sûr. Pourquoi? Pourquoi cette panne n'est pas encore réparée? Hein? Vous avez envoyé une équipe de scaphandriers? Que dites-vous? Il n'en est pas revenu un seul? Eh bien qu'on en envoie d'autres.
ne veux pas entendre parler des dangers, des risques. Pardon. La rupture de ce câble doit être réparée immédiatement. Je proposai alors à l'ingénieur Serco d'aller en mer pour réparer le câble. J'avais déjà travaillé sous l'eau et le danger ne me faisait pas peur. Il accepta mon offre. Mais il tint à m'expliquer que j'allais descendre au fond de la lagune et suivre le câble jusqu'à l'endroit où il était rompu. 2 hommes m'accompagneraient. Ils auraient ordre de ne pas me quitter. Je me moquais, bien entendu, du câble endommagé. Ce que je voulais, c'était examiner le fond du tunnel dans l'espoir de m'évader. Comment ça a disparu? Redescendez, amenez des renforts. Cet ingénieur doit être retrouvé à tout de suite, à tout prix, mort ou vif, hein? Ils ne m'ont pas vu. C'est le moment ou jamais. Enfin, la route vers la liberté, tant désirée, m'est ouverte. Puisqu'on vous dit qu'on n'a rien trouvé, pas la moindre trace, monsieur. Mais quelle est des approvisions d'oxygène de second scaphandre? Oh, je sais pas, une demi-heure, quoi. L'ingénieur Serco et ses complices pensèrent que j'étais mort asphyxié. Néanmoins, le manque d'oxygène commençait à faire son effet. Et petit à petit, je perdais conscience.
Ce même jour, le monde rangé en bataille lança ses premières avant-gardes contre l'ennemi. Rassurez-vous, vous êtes avec des amis, monsieur Hart, dit le sauveteur. Reposez-vous. Les gardes sont postés près du port. Nous sommes en sécurité. Diminuez la vitesse, capitaine. Soyez prudent. Soyez prudent.
Excusez-moi, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. J'ai besoin d'une aide immédiate. Veuillez attendre un instant dehors, je vais me habiller. Je vous en prie. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Simon Hart, je suis l'assistant du professeur Rock. Enchanté, monsieur Hart. J'ai remis votre lettre au professeur dès que vous me l'avez donnée. Et qu'en a-t-il dit? Niente, il ne l'a pas lu devant moi. Et il vous a rien dit par la suite? Non, par la suite non plus. Il n'en a jamais parlé. Vous pouvez remonter maintenant. Venez vous réchauffer. Vous devez en avoir grand besoin. Mais j'ignore comment c'est si vous êtes trouvé en compagnie de ces gens. Ce sont de vulgaires bandits. Ils préparent des crimes abominables. Ces gens que vous accusez peut-être d'être bandits, ils m'ont sauvé la vie quand votre bateau il a coulé. C'est eux qui l'ont fait couler. Pour le piller, et ils préparent quelque chose de bien pire. Le professeur Rock est en mesure de les en empêcher. Je regrette que monsieur le comte d'Artigas n'ait pas eu le temps d'y assister, car c'est réellement une expérience de haute importance. Bah, cassez plus la tête avec ça, professeur. Pendant que vous êtes ici tranquille en train de vous amuser, nous avons mis en application votre découverte. Je suis désolé, monsieur Hart. Comme vous le voyez, il n'est plus là. Je ne peux rien pour vous. Il faut absolument que nous le retrouvions. J'entendis alors des voix et me dirigeai dans leur direction. Venez. Je reconnus la voix de l'ingénieur Serco. Il faut s'attendre dès demain à une attaque générale sur notre île. Nous sommes prêts à la riposte. Ils peuvent aligner contre nous toutes les flottes du monde, nous les réduirons en néant. Si vous le permettez, je vais à présent vous soumettre mon plan stratégique, Votre Excellence. C'est une plan très simple qui nous garantit une victoire totale, une victoire rapide. Hop là! Notre canon géant commande et défend le seul canal qui donne accès à Pékin. La bataille prendra fin en quelques minutes par l'anéantissement de l'ennemi. Les obus munis de fulgurateurs du professeur Rock détruiront chaque escadre avant que ces unités soient en mesure de tirer sur nous. Et nous nous apercevrons même pas que nous connaîtrons leur position à l'avance, car nous aurons pour nous renseigner le ballon d'observation retenu par un treuil placé au-dessus du cratère. Oupéla. L'image de ce ballon, l'équipage sera muni d'un matériel spécialement conçu. Voici l'équipage. Excellence, les hommes sont parfaitement outillés. Ils ont été triés sur le volet et ils ont subi un entraînement intensif. Le téléphone portatif de la conception la plus moderne assure la liaison. J'ai conçu pour eux ces appareils respiratoires. Ils vont rejoindre leur poste immédiatement et nous les ferons parvenir des vivres et de l'eau. Des vaisseaux arrivent. Il faut les avertir immédiatement. Et le professeur,
Il ne peut plus nous aider. Venez, il faut agir rapidement.
C'est ainsi que, grâce au professeur Rock, cette aventure prit fin. Et ce sacrifice de nous rappeler que science sans conscience est la ruine de l'âme et du monde. Que les appétits de l'homme face à la nature le conduiront irrémédiablement à sa perte.